En fait, si vous voulez mesurer les flux en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre, ou les flux de carbone, eh bien, comme disait monsieur de la Palisse, la seule chose que vous ayez à faire, c'est de mesurer les flux de carbone. Donc il faut établir une comptabilité qui est distincte de la comptabilité monétaire, qui n'est pas la comptabilité monétaire, et qui regarde directement les flux physiques. Alors le bilan carbone, qui est en gros la manière aujourd'hui dont on nomme la comptabilité carbone, il se situe ici. C'est-à-dire qu'il regarde avec des unités physiques qui en l'occurrence sont des unités de masse, la quantité de carbone qu'on extrait du sol et qu'on va, une fois l'avoir oxydé, coller dans l'atmosphère. Et en fait, il fait ça pour tous les gaz à effet de serre, y compris le CO2, le méthane et les autres. De ce fait, comme il se situe entre le réservoir et l'atmosphère, il vous donne évidemment une visibilité sur la contribution de nos activités à l'enrichissement de l'atmosphère en CO2. Initialement, c'est pour ça qu'il a été fait. Mais il se trouve que par construction, et j'insiste, par construction, la même métrique vous donne également la distance à laquelle vous êtes de l'épuisement des ressources. Puisque si vous regardez les flux de carbone, le carbone doit bien avoir été extrait de quelque part, et ce quelque part, c'est un gisement de combustible fossile. Donc le bilan carbone a ceci d'intéressant que la même comptabilité physique peut vous permettre de vous attaquer à deux problèmes distincts qui sont la question de la disponibilité en combustible fossile et la question du réchauffement climatique. On peut avoir les deux avec la même métrique. Il y a une question évidente qui se pose en ce qui concerne la mesure des émissions, c'est pourquoi finalement il serait légitime dans une comptabilité carbone d'agréger des émissions qui prennent place à Paris, à Bordeaux et éventuellement au milieu du Gabon. En ce qui concerne la comptabilité monétaire, comme vous le savez probablement, l'argent est fongible. Donc c'est la raison pour laquelle on a une comptabilité qui vous compte des flux monétaires. Quand vous achetez des vis à un fabricant japonais, eh bien, vous allez agréger de l'argent qui a été versé à des salariés japonais et de l'argent qui va être versé à des salariés français. Et on considère que c'est quelque chose qui ne pose aucun problème parce que la monnaie est fongible. Eh bien, en ce qui concerne les émissions, il faut également avoir une bonne raison d'agréger des émissions qui prennent place ici et des émissions qui prennent place là. Alors, je vais commencer par prendre un exemple où ce n'est pas légitime de faire ça. En ce qui concerne les émissions de dioxyde de soufre, le dioxyde de soufre vous occasionne essentiellement de la pollution locale, c'est-à-dire que ça va faire des pluies acides pas très loin de là où vous êtes, et ça va vous faire des aérosols réfléchissants pas très loin de là où vous êtes. Donc dire, en ce qui concerne les pluies acides par exemple, que mon dioxyde de soufre soit émis au milieu de l'océan ou qu'il soit émis au milieu de l'Europe, c'est pareil, c'est pas légitime, parce que si vous faites une pluie acide au milieu de l'océan, une fois que la pluie s'est diluée dans la masse océanique, ça n'a strictement aucune espèce d'importance, alors que si vous faites ça au-dessus d'un continent, comme les conséquences vont se concentrer, on va dire, dans quelques centimètres ou quelques dizaines de centimètres de sol, vous avez évidemment pas du tout les mêmes implications. Et par ailleurs, les végétaux sont plus sensibles à la chose. En ce qui concerne le CO2, la raison pour laquelle il est légitime d'agréger les émissions où qu'elles prennent place, c'est à cause des caractéristiques physiques des gaz à effet de serre, physiques et chimiques. Je vous ai indiqué que les gaz à effet de serre étaient des espèces qui avaient une très grande longévité chimique dans l'atmosphère. Ils restent longtemps dans l'atmosphère, des décennies ou des siècles. Or, il se trouve que l'atmosphère a un système de circulation à grande échelle qui fait qu'elle est brassée sur à peu près la totalité de la surface planétaire en l'espace d'une année. Dit autrement, vous prenez une molécule d'air qui se trouve quelque part dans l'atmosphère, et vous attendez, allez, mettons pas une, mais 2 années, et cette molécule d'air peut se retrouver n'importe où. Donc vous avez un brassage qui est fait dans l'atmosphère par le biais des circulations atmosphériques à large échelle, dans lesquelles vous avez notamment les courants de jet, mais pas que. À partir du moment où vous mettez dans l'atmosphère quelque chose qui va y rester des siècles, et que le brassage de l'atmosphère se fait en 1 ou 2 ans, vous êtes d'accord avec moi que le lieu d'émission n'a strictement aucune espèce d'importance. Et c'est la raison pour laquelle il est légitime, en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre, de ne pas se soucier de leur lieu
de provenance, de survenance, pour tenir compte de leur impact sur le changement climatique. Donc qu'une entreprise ou qu'un pays occasionne des émissions au nord de la Sibérie, au milieu du Brésil ou à Castelnaudary, ça n'a strictement aucune espèce d'importance en ce qui concerne les conséquences à suivre. D'accord? D'une manière générale. Du coup, ça veut dire que à partir du moment où j'ai une chaîne de valeur, donc on va rester à côté de Castelnaudary, donc nous sommes dans le sud-ouest, donc on va s'intéresser au foie gras. Donc j'ai une chaîne de valeur qui part des petits canards et qui va jusqu'à l'assiette du consommateur. Eh bien, je suis fondé, si je veux regarder l'impact de cette activité sur le climat, à prendre toutes les émissions qui vont depuis la production du maïs avec lequel je nourris les canards, jusqu'aux déjections des canards, en passant par les gens qui viennent travailler pour nourrir puis zigouiller les canards, puis les gens qui fabriquent le métal pour mettre le foie gras en boîte, puis la logistique aval pour distribuer tout ça à droite et à gauche, et même éventuellement l'énergie de cuisson pour faire cuire le foie gras quand il est poêlé. Donc ça a une logique de dire où que les émissions prennent place, de toute façon, elles sont identiques en ce qui concerne l'effet sur le climat. Et donc, je peux d'une part les agréger, et d'autre part, évidemment, c'est une des choses qu'on va voir derrière, me poser la question de savoir où est-ce que c'est le plus pertinent d'agir si je veux commencer à les faire baisser. Quand je mets des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, en fait, j'ai un enchaînement, on va dire, de causes et de conséquences. Donc je commence par des émissions. Ces émissions me modifient la concentration atmosphérique. Et du coup, ça me modifie le forçage radiatif, ça crée du changement climatique, et tout ça va me créer des impacts. Et il se trouve que pour mon plus grand malheur, ce qui a le plus de sens pour moi, c'est de regarder les impacts. Dit autrement, ce qui m'intéresse vraiment quand je rajoute des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, c'est de savoir si oui ou non, je vais avoir tant de gens qui vont mourir à cause de telle canicule, d'accord? C'est l'impact qui m'intéresse vraiment. Et est-ce que oui ou non, je vais perdre 30% de ma récolte sur les pommes de terre? Voilà, ça m'intéresse. Alors que malheureusement, tout ce que je sais mesurer quand je fais des émissions, c'est les émissions. Donc il y a une difficulté intrinsèque dans cette affaire-là, qui est que ce qu'on cherche à éviter, c'est des impacts, mais que ce qu'on sait mesurer, c'est des émissions. Alors ça a l'air idiot, dit comme ça, mais sauf que comme vous avez l'atmosphère entre les deux, et donc un grand pot commun entre les deux, on est donc dans un système dans lequel personne ne va hériter des impacts de ses propres émissions. D'accord ? Donc ce que les gens peuvent mesurer et ce dont vous pouvez hériter, c'est de la mesure de vos propres émissions, mais il se trouve que la mesure de vos propres émissions, ça n'est pas l'impact de vos propres émissions, parce qu'en fait, l'impact, c'est l'impact de l'ensemble des émissions. Dit autrement, la canicule que vous aurez en France en 2050 dépend un tout petit peu de ce que les Français vont faire sur leurs propres émissions et dépend essentiellement de ce que les Chinois, les Indiens, les Indonésiens, les Philippins, les Vietnamiens, les Camerounais, les Brésiliens et les Canadiens, et évidemment les Américains, vont faire sur leurs émissions. Donc, l'impact, c'est ce qui nous intéresse vraiment, parce que c'est de savoir si on va mourir ou pas mourir, mais ce qu'on sait mesurer, c'est pas ça, c'est les émissions. Alors, il se trouve que vous avez deux unités qui vont être importantes et que je vais évoquer, enfin deux grandeurs plus exactement que je vais évoquer juste après, enfin une que je vais évoquer, l'autre très peu. En ce qui concerne le forçage radiatif, l'unité qu'on va utiliser s'appelle le Global Warming Potential, ou le pouvoir de réchauffement global en français, PRG. Et en ce qui concerne le changement climatique, il y a une autre unité, mais dont je vous parlerai très peu, parce qu'on s'en sert quasiment jamais, qui est le Global Temperature Potential, qui n'est pas exactement la même. Alors, le Global Warming Potential, son principe et sa philosophie, c'est de mesurer la quantité totale d'énergie renvoyée vers la surface qui va faire suite à l'envoi dans l'atmosphère d'une unité de gaz à effet de serre. Donc j'envoie une unité de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, du coup j'augmente l'effet de serre, du coup j'augmente le flux radiatif renvoyé vers le sol, et la question c'est quel est le lien entre le supplément de gaz à effet de serre que j'ai rajouté dans l'atmosphère
et le supplément d'énergie que je vais récupérer au sol. Et comme c'est un forçage radiatif, donc une puissance, ce supplément d'énergie, je ne peux le calculer que si je me donne un horizon de temps. Donc le forçage radiatif, le pouvoir de réchauffement global, il est défini comme le forçage radiatif du gaz qui m'intéresse cumulé sur un horizon de temps donné. Et plutôt que de le mesurer en valeur absolue, on a décidé que ça simplifierait le boulot des ingénieurs que vous êtes de le mesurer en relatif. Et donc je le ramène à exactement la même chose en ce qui concerne le CO2. Donc le pouvoir de réchauffement global d'un gaz à effet de serre, en gros, c'est un multiple du pouvoir de réchauffement global du CO2. C'est un multiple du forçage radiatif cumulé du CO2. Et ça correspond à la question qui est combien de fois plus par rapport au CO2 ou combien de fois moins par rapport au CO2, ça va me renvoyer de l'énergie vers la surface à un horizon de temps donné. Le PRG du CO2, quel que soit l'horizon de temps, est bien évidemment 1 par définition. Donc c'est une unité relative, c'est une unité normalisée. Alors ici, vous avez un tableau extrait du dernier rapport du GIEC qui vous donne les valeurs pour un certain nombre de gaz. Et vous voyez qu'en gros, tous les gaz à effet de serre ont un PRG qui est supérieur à 1. Enfin, à part le CO2, ils ont tous un PRG qui est supérieur à 1. Vous avez ici les horizons de temps 20 et 100 ans. Alors à 20 et à 100 ans, le PRG n'est pas le même. Parce que comme une unité de gaz à effet de serre que vous rajoutez dans l'atmosphère à l'instant 0 ne s'épure pas à la même vitesse en fonction des gaz, et par ailleurs n'a pas le même pouvoir absorbant dans l'infrarouge en fonction du gaz par unité de masse, eh bien le fait que les durées de vie dans l'atmosphère ne soient pas les mêmes font qu'en fonction de l'horizon de temps, le rapport entre le gaz en question et le CO2 change. Dit autrement, si vous avez un gaz dont la durée de vie est plus courte que celle du CO2, le PRG diminue quand l'horizon de temps s'allonge. Si vous avez un gaz qui est plus long en durée de vie que le CO2 dans l'atmosphère, typiquement les gaz fluorés qu'on utilise dans les chaînes de froid, à ce moment, le PRG augmente avec l'horizon temporel. D'accord ? Alors vous allez me dire, c'est passionnant tout ça, mais pourquoi est-ce que on s'enquiquine, on prend un siècle et puis on n'en parle plus. Alors on s'enquiquine parce que quand il faut passer à l'action, si votre patron vous dit « bon, je veux faire baisser les émissions de 3%, et puis j'ai le choix entre baisser un peu les fluides, enfin utiliser un peu moins de fluides dans la clim, ou bien utiliser un peu moins de camions dans la logistique, ou bien ceci, ou bien cela. Si vous ne savez pas comparer les gaz, vous n'êtes pas capable de passer à l'action, parce que vous n'êtes pas capable de comparer les effets de vos actions. Et donc l'horizon temporel a quelque chose d'important. Un exemple parmi d'autres, si vous passez l'horizon temporel de 100 ans à 20 ans, la question du cheptel bovin devient une question absolument cruciale, alors qu'avec le pouvoir de réchauffement global à 100 ans, c'est beaucoup moins visible dans le panorama des émissions. C'est déjà pas mal visible, mais ça l'est beaucoup moins. Voilà un exemple. Donc si vous dites que le PRG, on le prend à 20 ans, vous aurez plus envie d'enquiquiner les éleveurs que si vous le prenez à un siècle. Donc vous voyez, ça a une conséquence très très directe pour l'action derrière, cette affaire-là. C'est le truc dont je ne vous ai pas parlé, c'est le Global Temperature Potential. En fait, c'est l'élévation de temps. Pardon ? CCFB, où est-ce que vous voyez CCFB ? Non, il y a le Global... Ah, pardon, c'est Carbon Feedback, excusez-moi. C'est with et without Carbon Feedback. Le carbon feedback, je vous en ai parlé au moment du cours sur les conséquences du réchauffement climatique. C'est en tenant compte du réchauffement sur le déstockage des stocks de carbone ou pas. Donc c'est selon que votre modèle est couplé sur le cycle du carbone et prend ça en compte ou pas. Et donc ça vous augmente toujours un peu le pouvoir de réchauffement global. Une fois qu'on est capable de comparer les gaz, on est donc capable de faire un inventaire tous gaz confondus. D'accord ? Donc on peut prendre en compte à la fois le méthane, le CO2, machin, ce qui vient de l'élevage, ce qui vient des vaches, ce qui vient des rizières, et ce qui vient des voitures. Le premier inventaire de gaz à effet de serre qui a été mis en œuvre à large échelle, c'est les inventaires d'émissions territoriaux dans le cadre de la Convention climat. Donc vous savez que dans le cadre de la Convention climat, tous les pays du monde, en 1992, donc avant votre naissance, se réunissent à Rio
et disent qu'on va s'occuper de faire quelque chose de sérieux pour le climat. Le résultat, pour le moment, c'est pas encore très probant. Donc les pays ratifient notamment donc une convention qui dit qu'on va se donner un objectif de maintenir le changement climatique anthropique à des niveaux qui ne présentent pas de danger pour l'homme. C'est très exactement comme ça que c'était rédigé. Nous allons limiter le changement climatique à des niveaux qui ne présentent pas de danger pour l'homme. C'était ça l'objectif de la convention cadre qui a été adoptée à Rio en 1992. Dans le cadre de cette convention, il a été décidé que chaque pays mesurerait ses émissions. Alors, il se trouve que depuis le traité de Westphalie, qui a décidé que les États, enfin qui a dit que les États étaient souverains, dit autrement que ce qui se passait à l'intérieur des frontières, c'était eux qui décidaient et personne d'autre. Donc la seule exception étant quand on s'envahit les uns les autres, mais à part ça, on décide chez soi comme on veut. Ça revient à dire que chaque État, en ce qui concerne les émissions, ne peut stipuler que pour lui-même. D'accord ? Donc il ne peut s'engager que pour ses propres émissions, puisque les émissions qui ont lieu ailleurs, elles sont dans un autre État, et donc c'est à un autre État de s'en occuper. Et donc on a mis en place un système d'inventaire domestique. Donc l'inventaire domestique, c'est je compte les émissions de gaz à effet de serre qui ont lieu chez moi. Ces émissions, donc par construction, se limitent aux sources présentes sur le territoire. Donc si vous avez une aciérie sur le territoire, les émissions de CO2 de l'aciérie sont dans l'inventaire. Si vous importez de l'acier en provenance d'un pays tiers, les émissions de fabrication de l'acier ne sont pas dans votre inventaire. C'est la grosse différence entre ce qu'on appelle un inventaire national et une vision empreinte carbone, où là, on regarde tout ce qui est la contrepartie de ce que vous consommez, que ça a été fabriqué chez vous ou pas. C'est bien évidemment quelque chose qui intègre tous les gaz à effet de serre connus. Alors il y en a un supplémentaire maintenant qui est le NF3, si ma mémoire est bonne. Enfin bon, il est totalement insignifiant dans les inventaires. Au début de la Convention climat, il y a également eu un mécanisme, mais je ne vais pas entrer dedans en détail, qui était un mécanisme par lequel on pouvait déduire de son inventaire le bien, entre guillemets, qu'on faisait dans un autre pays. C'est ce qu'on appelait les mécanismes de développement propre ou le Joint Implementation dans le cadre du protocole de Kyoto. Mais en gros, un inventaire national, aujourd'hui, c'est donc l'inventaire de l'ensemble des sources qui prennent place sur le territoire. Et c'est également l'inventaire du puits forestier territorial. Donc en France, il y a un organisme qui est chargé d'établir cet inventaire, qui s'appelle le CITEPA, C-I-T-E-P-A, qui vient, soit dit en passant, de publier les émissions de gaz à effet de serre de la France pour 2018, donc jusqu'en 2018, sachant que les émissions de CO2, elles commencent à être mesurées depuis 1960, et pour les autres gaz depuis 1990. Et le CITEPA vous donne les émissions par grand secteur d'émissions. Donc il vous donne les émissions des bâtiments, des transports, des industries de l'énergie, etc. C'est de cet organisme que viennent les émissions que je vous ai montrées pendant le cours sur le changement climatique en vous donnant la trajectoire d'émissions de la France. Donc tous les pays ont un organisme de cette nature et soit dit en passant, vous avez également aujourd'hui maintenant un processus de contrôle qualité par lequel les organismes qui font l'inventaire dans un pays sont en général visités par leur homologue d'un autre pays étranger pour qu'ils s'échangent les bonnes pratiques, qu'ils regardent comment ils ont fait, qu'ils disent tiens là tu as peut-être fait une bêtise, etc. Désormais, les acteurs économiques français ont également une obligation de faire ce genre de choses. Alors historiquement, la première loi qui a obligé les entreprises françaises à mesurer leurs émissions, c'était la loi Grenelle II, qui a été votée en 2010. Alors cette loi Grenelle II n'était pas extrêmement contraignante, parce qu'elle disait en gros qu'on ne s'occupait que des émissions directes. Donc en fait c'était bien dans le principe, simplement c'était extrêmement limitant en ce qui concernait le périmètre couvert, parce que vous êtes par exemple un magasin Carrefour, eh bien les seules émissions qu'on vous demandait d'inventorier au titre de cette loi, c'est les émissions de votre chaudière. Les émissions des véhicules pour que les clients viennent chez vous, on ne compte pas. Les émissions des camions qui vous livrent les produits, on ne compte pas. Les émissions pour fabriquer les produits, on ne compte pas. Et si vous vendez des produits qui consomment de l'énergie, donc des aspirateurs ou des barbecues, eh bien, on ne compte pas. Hein, donc, en gros, l'essentiel des émissions dont dépend votre activité, parce que si vous n'avez plus le droit d'utiliser un barbecue acheté chez Carrefour, vous n'allez pas l'acheter chez Carrefour. Et si vous n'avez plus le droit de brancher une perceuse achetée chez Leroy Merlin, vous n'allez pas l'acheter chez Leroy Merlin.
hein. Donc, par ailleurs, si vous n'avez plus le droit de prendre votre voiture pour aller faire des courses, ça change aussi un tout petit peu la structure du commerce de ces gens-là. Donc en gros, cette loi Grenelle 2, elle demandait vraiment à ce qu'on se concentre sur un truc qui était totalement epsilonesque. Par contre, maintenant, il y a une deuxième loi qui est passée en 2015 et qui dit qu'il faut prendre en compte les émissions, bon, je vous lirai ça à tête reposée, qu'il faut prendre en compte les émissions qui sont la contrepartie de l'activité de façon beaucoup plus large. Donc en gros, c'est les postes significatifs d'émissions de gaz à effet de serre. Et en fait, c'est de ça dont je vais vous parler dans les quelques cas pratiques qu'on va voir ensuite. Donc les postes significatifs d'émissions de gaz à effet de serre, j'en reviens à mon magasin Carrefour. Typiquement, si je ne trouve pas les camions, c'est qu'il y a quelque chose qui manque. Si je ne trouve pas les voitures des clients qui viennent dans les grandes surfaces, c'est qu'il y a quelque chose qui manque. Si je ne trouve pas les émissions de fabrication des produits, qu'il s'agisse des beefsteaks ou qu'il s'agisse des perceuses ou de tout ce que vous des poupées Barbie, eh bien, il y a quelque chose qui manque. Et on peut même inclure dans cette logique les émissions de cuisson des surgelés ou enfin voilà, ou de conservation des surgelés pour être plus précis dans le frigo dans le freezer avant de les manger. Donc vous avez tout ça qui normalement doit être pris en compte dans l'inventaire. Oui. C'est pas un problème. Je vous en parlerai juste après. Oui. Ça ne pose aucun problème de compter quelque chose deux fois. Dans le monde économique, on fait ça en permanence. Quand ma société envoie une facture à un client, la facture, elle est comptabilisée chez moi et elle est comptabilisée chez le client. Quand vous avez au sein d'un même groupe deux entités qui s'envoient une facture l'une à l'autre, eh bien, ça apparaît dans les comptes de chacune des entités. Et évidemment, quand vous allez faire la comptabilité de l'ensemble de l'entité, vous avez ce qu'on appelle des retraitements à faire, et c'est ça qui vous permet de sortir des comptes qu'on appelle consolidés. Donc, les comptes consolidés sont des comptes dans lesquels vous avez enlevé tout ce qui est en doublon. Et en ce qui concerne la comptabilité carbone, quand vous regardez une entité prise isolément, le fait qu'il y ait un double compte avec ce qui se passe dans une autre entité, c'est pas très grave, parce que de toute façon, votre problème à vous, c'est de regarder tout ce dont vous dépendez. Donc au motif que ce dont vous dépendez se passe chez le voisin, il ne faut pas le retirer de votre champ de vision. Sinon, vous allez faire une erreur d'appréciation sur la situation dans laquelle vous êtes. Il y a un deuxième... Oui. Vous avez dit que chaque pays devait faire un inventaire de ses puits forestiers. Oui. Comment ça se passe pour les puits absorbant des gaz à effet de serre en territoire international? Par exemple, pour les eaux internationales. Alors les eaux internationales ne sont pas considérées comme un puits forestier, pour l'excellente raison que la forêt qui pousse à la surface de l'océan est en quantité assez réduite. Donc on ne compte pas. Et en fait, les émissions qui sont absorbées par l'océan, elles ne sont la propriété de personne. Donc en fait, elles n'apparaissent dans aucun inventaire. J'insiste, un inventaire d'émissions, ce n'est pas un inventaire de variation de la concentration, et ce n'est pas un inventaire des impacts. C'est vraiment un inventaire d'émissions. Donc vous regardez ce qu'on émet, point. Et vous déduisez de ce qu'on émet, sous certaines conditions, ce que votre forêt capte, à condition qu'elle capte quelque chose. Donc dans les pays dans lesquels vous êtes en déforestation, non seulement il n'y a pas de puits forestier, mais il y a une source forestière. Par exemple, dans un pays comme l'Indonésie, alors je ne sais pas si c'est encore vrai aujourd'hui, mais il y a encore pas si longtemps que ça, et bien après que j'ai commencé mes cours ici, la diminution de la surface forestière était le premier poste d'émission du pays. C'est-à-dire le fait qu'on supprime un stock qui derrière part dans l'atmosphère sous forme d'émissions de combustion, c'était de très loin le premier poste d'inventaire d'émissions du pays. Si vous êtes dans un pays comme le Brésil, c'est pareil, la forêt n'est pas un puits, la forêt est une source d'émissions parce que vous êtes en phase de déforestation. Par contre, si vous êtes dans un pays comme la France, où globalement la superficie forestière a tendance à croître un peu, eh bien à ce moment, sous réserve qu'on ne compte pas en forêt des trucs où il n'y a pas d'arbres, et ça peut arriver, par exemple parce qu'il y a des incendies, par exemple parce que les arbres meurent à cause des ravageurs, par exemple parce qu'il y a quelques années de suite où on les coupe rapidement alors même que cadastralement ça reste des forêts. Mais globalement, la forêt française est en croissance et donc on a un puits forestier. Voilà. Donc ça dépend de est-ce que le stock forestier est en croissance ou en décroissance. Mais s'il est en croissance, c'est un puits dans l'inventaire. S'il est en décroissance, votre stock forestier, à ce moment, c'est une source dans l'inventaire. Dans les deux cas de figure, c'est une source qui est compliquée à apprécier parce que, j'en reviens à ce que j'ai dit au moment des énergies renouvelables, les sources fossiles vont en regard d'une comptabilité commerciale.
Donc je vous assure que le pompiste qui vous vend votre essence, il est intéressé à ce que son compteur soit pas faux et que vous ne serviez pas le double de ce qu'il pense qu'il vous a vendu. Donc il regarde très précisément ce qui se passe. Et donc une fois que je sais très précisément la quantité d'essence qui est rentrée dans votre voiture, je sais très précisément la quantité de CO2 qui en sort. En ce qui concerne le bois, c'est beaucoup plus difficile d'aller demander à chaque arbre « t'as stocké combien de carbone cette année, toi ?» Donc c'est nécessairement des calculs qui sont grossiers, approximatifs, avec des fortes incertitudes. Bon, ça c'est juste pour vous rappeler que les deux... Pardon, excusez-moi. Je reviens à un truc sur l'article 173. Alors il y a un autre truc qui concerne aujourd'hui, pas trop vous, parce que normalement, après tout ce que je vous ai raconté, il n'y en a quand même pas 1 milliard qui devrait aller bosser dans la finance pour devenir trader. On ne sait jamais après tout. Mais par contre, il y en a quand même peut-être quelques-uns qui iront quand même. Et dans le secteur financier, il y a une obligation supplémentaire qui a été rajoutée au titre de cette même loi de 2015 sur la transition énergétique, qui dit que tous les acteurs du monde financier doivent publier un rapport pour dire comment est-ce qu'ils prennent en compte à la fois l'empreinte carbone, on va dire, de leur portefeuille, parce que quand vous êtes un investisseur financier, en général, c'est du reste parce que vous gérez l'épargne ou la trésorerie de quelqu'un, hein, c'est ça l'essentiel des investisseurs. Donc si vos parents ont de l'assurance vie, eh bien, ils ont donné à une compagnie d'assurance vie leur argent et la compagnie d'assurance vie va acheter des obligations et des actions, c'est-à-dire de la dette et des actions, d'un certain nombre d'États pour la dette et d'un certain nombre d'entreprises. Ces États et ces entreprises émettent des gaz à effet de serre. Ils en émettent sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Et donc l'article 173 dit, vous qui êtes dans le monde financier, vous allez vous intéresser à ce truc-là et vous allez commencer à me raconter des choses sur la façon dont vous prenez en compte l'empreinte carbone du portefeuille de vos investissements. Et par ailleurs, j'aimerais bien que vous me racontiez également des choses sur l'impact du changement climatique sur les activités dans lesquelles vous avez investi. D'accord ? Donc si vous avez investi chez un producteur de pommes de terre, j'aimerais que vous preniez le temps de regarder si le changement climatique ne va pas lui faire de très mauvaises affaires. Alors pour vous donner un exemple qui est un peu plus à large échelle, l'Allemagne a connu une petite récession fin 2018. Il se trouve qu'à l'été 2018, l'Est de la France, et donc le sud de l'Allemagne, a connu une sécheresse très intense. Ça rappelle peut-être quelques souvenirs à quelqu'un, s'il y a des gens ici qui sont originaires du Doubs, du Jura. Il y en a des gens qui sont originaires du Doubs, du Jura ici? Il y en a encore moins que des Bretons, c'est pas vrai. Bon, bah, c'est pas grave, alors faites-moi confiance, croyez-moi sur parole. Donc dans ce coin-là, il a fait très sec. Et le débit du Rhin a considérablement baissé. Et le Rhin a cessé d'être navigable pour les transports de marchandises un peu lourds. Du coup, ça a empêché quelques centrales électriques au charbon d'être approvisionnées et ça a supprimé le transport de marchandises pour une partie des activités industrielles en Allemagne. Eh bien, ça a probablement joué un rôle dans la récession qu'il y a eu en Allemagne au 4e trimestre 2018, parce que le sud de l'Allemagne, qui jouxte la France, est une partie extrêmement industrialisée dans laquelle vous avez de grosses concentrations, notamment vous n'êtes pas très loin de l'industrie automobile, et voilà. Donc ça, c'est un exemple d'impact du changement climatique sur les activités économiques. Vous en avez évidemment plein d'autres que je pourrais prendre en exemple. Quand vous avez la température là, avec les températures qu'il va faire pendant les quelques jours qui viennent, vous avez des sols qui vont s'assécher de manière forte. Ça va vous faire de la rétractation des argiles, ça va fissurer des bâtiments. Hein, ça a été le premier dommage assuré en 2003. Voilà, donc vous avez un certain nombre de conséquences. Donc en fait, la loi de 2015 dit aux gens qui ont investi de l'argent quelque part, intéressez-vous à cette affaire-là. Pour le moment, c'est des obligations très très soft. C'est ce que les anglo-saxons appellent comply or explain. Dit autrement, vous pouvez soit comply, c'est-à-dire faire ce qu'on vous demande de faire, soit explain, c'est-à-dire expliquer pourquoi vous ne l'avez pas fait. Bon, donc c'est un truc évidemment très très soft. Si on vous demande d'aller en contrôle et que vous n'y allez pas et que vous dites mais j'avais une bonne raison, j'avais le nez qui gratte, très bien, il n'y a pas de problème, il est évident qu'un certain nombre d'entre vous, mais vous passerez quand même, pas de problème, il est évident qu'un certain nombre d'entre vous préféreront aller faire la fête. Donc c'est exactement ce que font les financiers, ils font un peu la fête, donc pour le moment ils ne sont pas très sérieux sur cette obligation. Et un certain nombre de gens comme moi militent pour qu'il le soit un peu plus. Bon ça je vais passer parce que ça n'a pas beaucoup d'intérêt, ou plus beaucoup d'intérêt aujourd'hui.
Au moment où l'article 173 de la loi est passé, la France, cocorico, était le seul pays au monde qui demandait aux entreprises de reporter les émissions sur l'ensemble des processus amont et aval dont elles dépendent. Donc je reprends l'exemple de ma grande surface. À cette époque-là, les pays que vous avez là demandaient simplement qu'on fasse un reporting des émissions directes, c'est ça qu'on appelle le scope 1, ce qu'on appelle le scope 2, en fait, c'est les émissions indirectes dues à l'approvisionnement énergétique. Dit autrement, c'est les émissions des centrales électriques de l'électricité que vous achetez. Donc, l'essentiel des pays du monde qui avaient mis une obligation de déclaration des émissions aux entreprises demandait à ces entreprises de simplement communiquer sur les émissions liées à leur propre consommation énergétique. Alors, vous vous appelez BNP Paribas. Les émissions de la propre consommation énergétique de BNP Paribas, c'est l'électricité que vous achetez, le gaz que vous achetez, le fioul que vous achetez s'il y a quelques agences bancaires chauffées au fioul, et les voitures de fonction qui sont possédées par l'entreprise. Point. Est-ce que vous pensez que c'est extrêmement représentatif des émissions de BNP Paribas, ou exactement des émissions dont dépend BNP Paribas? Non, pas vraiment. Je reprends l'exemple de Carrefour. Si vous avez juste la chaudière du magasin Carrefour, c'est pas non plus vraiment très représentatif, etc., etc. Donc, et si je prends l'école des mines, c'est juste la chaudière de l'école des mines. Vous n'avez pas là-dedans ni les produits alimentaires servis au restaurant, ni les voyages en avion que vous allez faire pour partir en stage, ni le matériel qui est acheté pour les laboratoires, ni tout ça disparaît. D'accord ? Donc, c'est quelque chose qui est évidemment très partiel. Et si vous demandez aux gens de ne mesurer qu'une petite partie du problème, à ce moment, vous avez l'effet lampadaire, que vous connaissez tous. Pourquoi est-ce que tu cherches tes clés sous le lampadaire? Il n'y a que la clé de la lumière. Bon. C'est évident que si vous dites aux entreprises, tu ne vas regarder que les émissions qui ont lieu chez toi, ensuite, sur quoi est-ce qu'elles vont agir? Juste sur les émissions qui ont lieu chez elles. Absolument évident. Donc Carrefour va vous expliquer que c'est vachement bien parce qu'ils ont augmenté l'efficacité énergétique de leur chaudière de 10%. Donc je reviens sur quelque chose qui est absolument essentiel, c'est que quand vous faites un inventaire d'émissions, la première raison de le faire, c'est pas pour vous sentir coupable, c'est pour comprendre de quel processus dépend votre activité. C'est ça, la première raison de faire un inventaire d'émissions. Ce qui veut dire que, ça je vous l'ai déjà dit 25 fois dans le magasin, d'accord ? Prenons maintenant l'exemple d'un distributeur d'eau, donc pour ne pas les nommer, ou Veolia, ou Suez, ou leurs copains. Eh bien, bien évidemment, un distributeur d'eau sans tuyau pour faire circuler l'eau, ça ne marche pas bien. Donc, dans l'inventaire d'émissions d'un distributeur d'eau, vous devez logiquement trouver les émissions de fabrication des tuyaux qui sont renouvelés. Donc, le plasturgiste qui a fait les tuyaux en PVC ou Pont-à-Mousson qui a fait les tuyaux en fonte, ou qui a fait les regards en fonte, eh bien, vous allez devoir trouver les émissions de ces gens-là dans l'inventaire d'émissions de mon distributeur d'eau. Soit dit en passant, dans l'inventaire de mon distributeur d'eau, il y a un autre truc que vous devriez trouver aussi, qui est encore plus important que ça, c'est tout simplement le fait que l'essentiel de l'eau distribuée est chauffée. Donc si je n'ai plus le droit de chauffer l'eau que j'achète, d'accord, si je vous interdis à partir de maintenant de chauffer l'eau chez vous, c'est douche froide ou rien, vous allez probablement consommer un peu moins d'eau domestiquement, parce que si c'est douche froide ou rien, c'est pas complètement sûr que vous garderez le même rythme de douche que celui que vous avez aujourd'hui. Voilà, vous achèterez un peu plus d'eau pour la machine à laver, mais comme ça sera interdit de chauffer l'eau pour la machine à laver aussi, vous ferez la lessive à l'eau froide, compliqué. Si maintenant je prends un coiffeur, eh bien le coiffeur hérite pour partie du bilan carbone de L'Oréal. D'accord ? Puisque chez le coiffeur, vous allez trouver tout un tas de produits qui sont vendus par L'Oréal et consorts, des shampoings, des lacs, tout un tas de machins pour teindre les cheveux dans tout un tas de couleurs sympathiques, etc. Si je regarde maintenant un constructeur d'immeubles, eh bien, le constructeur d'immeubles, il a logiquement, dans ses émissions, le fait qu'on puisse se servir de l'immeuble une fois vendu. Là, c'est pareil. Si tout ce que je construis, c'est des immeubles dans lesquels il n'y a pas de confort thermique, probablement que je vais les vendre un peu moins facilement que des immeubles dans lesquels il est possible d'avoir chaud l'hiver et froid l'été. Si je vends un immeuble qui n'est jamais accessible par aucun moyen de transport, par exemple au milieu de l'océan, eh bien, il va valoir un peu moins cher pour quelqu'un qui a besoin d'aller travailler à Paris tous les jours que quelque chose qui est mieux situé.
Hein. Donc si je ne tiens pas compte des émissions de fonctionnement de l'immeuble, à la fois pour les déplacements et pour le confort thermique, eh bien il y a quelque chose qui me manque dans l'inventaire d'émissions d'un constructeur d'immeuble. C'est exactement pareil en ce qui concerne les constructeurs de voitures. Si je regarde les émissions directes d'un constructeur de voitures, ça ne m'apprend strictement rien sur la dépendance du constructeur de voitures aux émissions. Je vous le dis autrement, dans un monde dans lequel je contracte les émissions de façon forte, donc je dis très bien on va faire le monde à 2 degrés, c'est-à-dire le monde dans lequel on divise les émissions par... Je vous l'ai dit la dernière fois, par 3 d'ici à ce que vous ayez mon âge, c'est simple, hein, se retenir. Eh bien, dans ce monde-là, ce qui va gêner mon constructeur de voitures, c'est avant tout les émissions des voitures une fois en fonctionnement, beaucoup plus que les émissions de sa propre chaudière. Hein, c'est vraiment ça qui va le gêner. Donc dans un inventaire d'émissions qui est fait pour comprendre le lien de dépendance et du coup ce qu'on devient dans un monde dans lequel les émissions baissent de gré ou de force, il est essentiel d'avoir les émissions de l'ensemble de la chaîne de valeur. Et pour reprendre l'exemple de BNP Paribas, il est évident que dans les émissions de BNP Paribas, ce qui va compter le plus, ce n'est pas du tout ces émissions directes, c'est ces émissions indirectes, c'est-à-dire le fait que les activités dans lesquelles on a investi ou les activités auxquelles on a prêté puissent fonctionner, parce que si tout le monde fait faillite, c'est un tout petit sujet quand vous êtes une banque, et par ailleurs un certain nombre d'autres émissions, et notamment les émissions de fonctionnement de tout ce qui est informatique. Je n'ai pas prévu d'en parler pendant le cours, mais je fais une petite parenthèse. La modeste association que j'ai l'honneur de présider, qui s'appelle The Shift Project, a sorti il y a 3, 4 mois, 5 mois, je ne sais plus, un rapport sur l'empreinte carbone du numérique, que je vous invite à aller consulter. Donc c'est sur un site internet qui s'appelle theshiftproject.org, c'est facile à trouver. Et vous verrez, il y a des indications assez intéressantes sur ce truc-là. Je vous donne très rapidement la conclusion. C'est que la digitalisation est un facteur d'accroissement des émissions de gaz à effet de serre et pas du tout d'économie. Voilà, c'est ennuyeux. Quand on a découvert ça, on était un peu enquiquinés. Voilà, donc on peut faire comme toute activité économique est une activité de transformation, et que toute transformation va avec de l'énergie, et qu'aujourd'hui l'essentiel de l'énergie est fossile, vous pouvez faire le bilan carbone de toute activité économique. D'accord ? Il y aura toujours du carbone. Donc en fait le carbone c'est une monnaie, exactement comme j'avais dit tout à l'heure que les euros ou les dollars c'est une monnaie. Le carbone c'est une monnaie, c'est exactement pareil, c'est-à-dire que c'est quelque chose que vous pouvez utiliser pour agréger tous les processus qui comptent dans une transformation productive, et par ailleurs c'est quelque chose que vous pouvez mettre sur un pied d'égalité, quel que soit l'endroit où vous vous en êtes servi. Voilà, donc quelques autres entités, en fait n'importe laquelle, je peux